En Caroline du Nord, Jeffrey se trouve sur le toit d'un McDonald's au milieu de la nuit. À l'aide de quelques outils, il parvient à trouver un point faible et à pénétrer dans le bâtiment. Le lendemain matin, le gérant et 2 employés arrivent, et Jeffrey les bloque avec une arme à la main. Il leur parle calmement et leur promet qu'il ne leur fera aucun mal. Après leur avoir demandé d'enfiler leur manteau, il les conduit dans la chambre froide. Le gérant n'a pas de manteau et grelotte, alors Jeffrey lui donne le sien. Ensuite, il prend tout l'argent du coffre et s'enfuit, évitant de justesse la voiture de police qui arrive. Tout cela a commencé 2 ans plus tôt. Jeffrey est un vétéran de l'armée divorcé qui a du mal à subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Pour l'anniversaire de Becky, il lui offre quelques-uns de ses vieux jouets, mais la fillette ne les apprécie pas. Jeffrey confie à son meilleur ami et compagnon d'armes, Steve, qu'il ne parvient pas à trouver un emploi normal, car ses compétences militaires ne servent à rien dans la vie quotidienne. Steve lui fait alors remarquer qu'il possède un incroyable sens de l'observation qui lui permet de remarquer des choses que les autres ne voient pas. Plus tard, dans un McDonald's, Jeffrey laisse les enfants à leur mère, Tana, et tente de lui promettre qu'il s'améliorera, mais Tana ne croit plus en lui. Après le départ de la famille, Jeffrey découvre avec tristesse que Becky a laissé son cadeau dans sa voiture. Il observe alors un réparateur monter sur le toit du McDonald's et a une idée. En entrant à l'intérieur, il apprend en quelques minutes la routine des employés et tous les détails du fonctionnement du restaurant. Au fil des années suivantes, Jeffrey braque 45 McDonald's en utilisant la même méthode, il découpe un trou dans le toit pour s'introduire à l'intérieur. Bientôt, il devient tristement célèbre pour ses crimes, et les médias le surnomment « Roofman ». On le décrit comme un homme qui terrorise les restaurants, mais les employés victimes parlent de lui avec respect. Un portrait robot circule, mais comme il porte toujours un masque, on ne connaît que sa taille et sa carrure. Désormais, Jeffrey peut mener une vie plus confortable. Il s'achète un meilleur téléviseur et offre à Becky de magnifiques cadeaux pour son anniversaire, un groupe de musique, un beau gâteau et le vélo dont elle rêvait. Tous ces changements, ainsi que la description de « Roofman », éveillent les soupçons de Steve. Malheureusement, la fête d'anniversaire de Becky est interrompue par l'arrivée de la police. Désespéré, Jeffrey s'enfuit en courant, traverse les jardins de ses voisins et atteint une colline, mais trébuche et roule en bas, ce qui permet aux policiers de l'arrêter sous les yeux de Becky. Après un procès rapide, Jeffrey est condamné à 15 ans de prison. En détention, il appelle Becky pour lui dire quelques mots, mais apprend que Tana a déjà un nouveau petit ami. Tana refuse de lui parler et oblige Becky à raccrocher. Jeffrey ne reparle donc jamais à ses enfants. Furieux, il déchire la photo de famille et arrache le visage de Tana. Finalement, il commence à travailler dans les ateliers de la prison et apprend tous les détails des routines des employés, notamment celle du camion de livraison. Une fois son plan en tête, il continue à travailler tout en préparant les éléments nécessaires à son évasion, découper une planche de bois, souder des pièces métalliques et modifier des vêtements. Un jour, Jeffrey attend que le chauffeur retourne dans la cabine du camion, puis s'empresse de glisser sa planche sous le châssis et se cache derrière. Quand le camion quitte le bâtiment, un garde utilise un miroir pour inspecter dessous, mais Jeffrey est bien dissimulé et parvient à s'échapper sans être vu. Après plusieurs heures sur une route poussiéreuse, le chauffeur s'arrête pour se soulager, et Jeffrey saisit l'occasion pour sortir et s'éloigner discrètement avant de courir vers la forêt. Là, il enlève sa combinaison de prisonnier, révélant d'autres vêtements en dessous. Il atteint une route et fait du stop jusqu'à la ville. Devant sa maison, il observe Becky pédaler sur son vélo, mais n'ose pas s'approcher d'elle, sachant que la police arrivera. Le soir, Jeffrey appelle Steve pour lui demander de l'aide afin de quitter le pays. Steve lui dit qu'il est partout aux informations et qu'il doit rester discret pour l'instant. Ils se reparleront dans un mois. À ce moment-là, une voiture de police s'arrête à proximité, et Jeffrey cherche désespérément une cachette. Il aperçoit un magasin de jouets de l'autre côté de la rue et s'y précipite avec un chariot, feignant d'être un client. Après avoir erré un moment en simulant des achats, il va aux toilettes. En grimpant sur la cuvette, il parvient à atteindre le plafond et à se cacher derrière un panneau. Un policier entre pour le chercher, mais ne le voit pas. Une fois le magasin fermé, Jeffrey descend dans le bureau. Il vérifie les caméras de sécurité pour s'assurer qu'il est seul, puis explore la salle principale, observant rapidement la position des caméras. Il se faufile avec précaution pour éviter d'être filmé et utilise un outil pour attraper des pots de nourriture pour bébé, qu'il mange dans le bureau. Il regarde également les informations pour suivre l'enquête de police et s'indigne lorsqu'on le décrit comme violent. Ensuite, il retourne au plafond et y passe toute la journée. Le soir suivant, Jeffrey trouve le manuel du système de sécurité et réussit à mettre les enregistrements en pause. Il peut désormais se déplacer librement dans le magasin. Après avoir amassé une montagne de bonbons, il découvre un espace vide derrière la vitrine des vélos. Il le nettoie, y apporte des matelas et de la nourriture, et en fait son refuge. Les jours passent, et Jeffrey continue de vivre dans le magasin de jouets. Il dort le jour pendant que les clients font leurs achats sans se douter de rien, et sort la nuit pour s'amuser avec les jouets. Il prend des vêtements propres dans la boîte de dons et se lave tant bien que mal dans les toilettes. En regardant les nouvelles, il suit son affaire et apprend que la police ne renonce pas encore à le retrouver. Une nuit, Jeffrey découvre que le magasin vend aussi des babyphones. Il en installe partout dans la boutique et le bureau pour espionner les employés. Il observe comment il demande à son patron, Mitch, d'avoir un week-end sur 2 de libre, expliquant qu'elle a divorcé il y a quelques mois et que la garde de ses enfants est compliquée. Malheureusement, Mitch refuse sa demande, et Jeffrey se sent vraiment mal pour elle. Grâce au babyphone, Jeffrey découvre le mot de passe de Mitch et l'utilise plus tard pour accéder au système du magasin afin de modifier les horaires de lit. Peu à peu, les médias et la police perdent tout intérêt pour Jeffrey, alors il ose enfin sortir pour regarder les feux d'artifice du 4 juillet. Le lendemain, il modifie la serrure de la sortie de secours pour pouvoir entrer et sortir à sa guise. En chevauchant l'un des vélos du magasin, il trouve une cabine téléphonique et tente d'appeler Steve. C'est sa petite amie, Michelle,
qui répond et lui dit que Steve est parti en Afghanistan pour un contrat de 6 mois, et qu'il ne reviendra pas avant décembre. Jeffrey lui laisse un message codé avant d'appeler chez lui, mais il n'ose pas parler, car il entend Becky s'amuser avec son beau-père. Tana, méfiante face à ce silence, devine qu'il s'agit de Jeffrey et lui demande de ne plus appeler, sinon elle préviendra la police. Après avoir accroché, Jeffrey s'effondre. Cette nuit-là, il accroche un calendrier pour compter les jours jusqu'au retour de Steve. Frustré, il finit par frapper les jouets de rage. Quelque temps plus tard, Jeffrey entend Mitch accuser un employé d'avoir volé des bonbons, en pointant son gros ventre comme preuve. Lee prend immédiatement la défense de son collègue, et Jeffrey se sent coupable d'avoir causé des ennuis à l'homme. Ce soir-là, il remet en place tous les bonbons qu'il avait pris. Le lendemain, Lee parle à Mitch d'un brunch caritatif organisé par son église et espère qu'il fera un don pour la collecte de jouets. Mitch refuse catégoriquement de donner quoi que ce soit gratuitement, même les articles retournés qu'ils ne peuvent pas vendre. Après le départ de Lee, Mitch jette son prospectus à la poubelle. Touché par la gentillesse de Lee, Jeffrey décide d'apporter lui-même des jouets à l'église. Il essaie de déposer le sac devant la porte, mais un membre de la communauté le voit et l'oblige à rester pour toute la messe. Jeffrey ne peut s'empêcher de fixer Lee pendant qu'elle chante dans la chorale. Après la cérémonie, il décide de rester pour le brunch caritatif, surtout pour la nourriture, car il ne se nourrit depuis des semaines que de nourriture pour bébés et de bonbons. Les paroissiens ne le reconnaissent pas, alors il prétend être nouveau en ville et se présente sous le nom de John. Il discute même avec Lee, qui est impressionné par son don. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il prétend travailler pour le gouvernement sur des affaires classées secrètes. On l'invite à revenir à d'autres événements de l'église, et, se sentant seul, il accepte. Plus tard, Jeffrey essaie de se brosser les dents, mais elles le font horriblement souffrir à cause de tout le sucre qu'il a consommé. Il vole quelques jeux vidéo dans le magasin et les met en gage afin de payer un dentiste, qui découvre qu'il a 14 caries. Jeffrey s'achète aussi de beaux vêtements d'adulte pour ne plus ressembler à un adolescent avec des t-shirts de dessins animés. Lors du prochain événement à l'église, Jeffrey charme toutes les femmes. L'une d'elles, une ancienne policière, est étonnée d'apprendre que cette petite ville possède une unité de renseignement. Jeffrey la convainc que ses agents sont présents partout en secret et évite les questions en affirmant que les réponses sont classifiées. Après l'événement, Lee se demande si Jeffrey n'aime pas les hommes et si c'est pour cela qu'il semblait si à l'aise parmi les femmes. Jeffrey la rassure en disant que non, alors elle l'invite à sortir. Ils vont ensemble au parc pour leur premier rendez-vous, et Jeffrey se sent un peu gêné lorsqu'il apprend que l'ex-mari de Lee s'appelait lui aussi Jeffrey. Malgré cela, ils passent un excellent moment et finissent chez Lee, où ils deviennent intimes. Après, Lee lui parle de ses filles, et Jeffrey lui dit qu'il aimerait beaucoup les rencontrer. Le week-end suivant, Jeffrey rend visite à Lee et fait la connaissance de ses filles, bien que Lee le présente comme un ami de l'église, car leur relation est encore récente. Il offre à Dee un objet de sa série de jeux préférés, et la petite fille, ravie, le remercie en le serrant dans ses bras. Cependant, lorsqu'il essaie d'offrir de la musique à Lindsay, elle refuse et monte dans sa chambre. Jeffrey passe le reste de la soirée à jouer avec Dee, ce qui lui redonne un peu le sentiment d'être père. Les semaines passent, et Jeffrey continue à fréquenter Lee. Il assiste à tous les événements de l'église et tente de créer un lien avec les filles. Il s'entend bien avec Dee, mais Lindsay continue de l'ignorer. Ils célèbrent même Halloween ensemble. Pour pouvoir financer leur sortie, Jeffrey vole et revend davantage de jeux vidéo. La peur d'être reconnu ne le quitte jamais, alors il demande à Lee s'il pourrait recommencer une nouvelle vie ailleurs. Lee refuse, expliquant que toute sa vie est ici. Une nuit, alors que Jeffrey se lave dans la salle de bain, il entend soudain une voix. À sa grande surprise, Mitch est resté dans le magasin après la fermeture. Ses vêtements pendent dans le couloir, alors Jeffrey attend qu'il entre dans le bureau avant de courir les récupérer. Malheureusement, Mitch le voit et, paniqué, s'enfuit pour se cacher. Jeffrey fait semblant de s'échapper en déclenchant l'alarme de la porte arrière, mais retourne à sa cachette juste à temps. Mitch appelle la police, et bientôt les agents fouillent le magasin pendant plusieurs heures sans le trouver. Finalement, il remarque que les caméras de sécurité n'enregistraient plus. Mitch leur dit que de nombreux jeux vidéo ont disparu et promet d'améliorer la sécurité. Rapidement, les médias relaient l'histoire, mais cela n'empêche pas Jeffrey de continuer à voir Lee et d'aller aux événements de l'église. Lors du dîner de Thanksgiving, les amis de Lee s'inquiètent pour sa sécurité à cause du voleur du magasin de jouets et lui conseillent de démissionner. Jeffrey affirme que le voleur ne semblait pas dangereux, mais ajoute qu'elle devrait quand même quitter son emploi, ce que certains trouvent contradictoire. Lee estime qu'une personne tellement désespérée qu'elle doit se laver dans la salle de bain d'un magasin mérite plutôt de la compassion que des moqueries. Lindsay explose et reproche à sa mère de passer plus de temps au travail qu'avec sa famille. Après une courte dispute, elle quitte la maison. Le lendemain, Jeffrey appelle Steve. Michelle décroche à nouveau et lui transmet le message de Steve, il doit venir les voir dimanche prochain pour tout organiser. Par la suite, Jeffrey convainc Lee et Lindsay de s'excuser l'une auprès de l'autre, mais elles finissent encore par se disputer, car Lindsay est toujours en colère de ne jamais pouvoir sortir de la maison, Lee refusant de la conduire. Jeffrey accepte d'apprendre à la jeune fille à conduire, et ils vont lui acheter une voiture. Pendant l'essai, Jeffrey impressionne les filles en effectuant des manœuvres audacieuses à grande vitesse, ce qui terrifie Lee. Puis il convainc le vendeur de laisser Lindsay conduire, en le payant bien et en liquide. Lindsay, très nerveuse, parvient tout de même à les ramener saines et sauves. Le dimanche suivant, Jeffrey retrouve enfin Steve, qui lui demande s'il est resté caché et s'il a évité tout contact avec quiconque. Jeffrey ment et répond que oui. Michelle lui met une perruque pour prendre une photo, afin qu'il puisse créer un nouveau passeport, et Steve invente toute une fausse identité pour lui, avec une nouvelle histoire. Pour le faire quitter le pays, ils auront besoin de 50 000 $, somme que Jeffrey n'a évidemment pas encore. Il promet pourtant qu'il les obtiendra.
Ensuite, Jeffrey se rend à sa maison de prêt sur gage habituelle, grimpe sur le toit et tente d'y pénétrer en utilisant ses anciennes méthodes. Mais il se trompe dans ses calculs et tombe dans le magasin voisin. Désespéré, il casse le mur pour rejoindre la boutique, mais cela déclenche l'alarme. Jeffrey s'empare d'une arme et d'un gilet pare-balles de police avant de briser la porte d'entrée avec une statue pour s'enfuir. Plus tard, dans le magasin de jouets, Jeffrey installe des panneaux pour dissimuler sa cachette. Il écoute ensuite Mitch parler aux employés des 2 prochaines semaines. La période des fêtes est celle où le magasin reçoit le plus de clients et d'argent. La sécurité sera renforcée, et les horaires étendus, ouverture plus tôt, fermeture plus tard, y compris la veille de Noël. Mitch affiche un nouveau planning prévoyant beaucoup d'heures supplémentaires pour tout le monde. Cette nuit-là, Jeffrey modifie le planning afin que Lee ne soit pas présente le jour de son plan. Le lendemain, Jeffrey apporte chez Lee un grand sapin de Noël, de nombreuses décorations et des cadeaux, puis il va à l'église avec toute la famille. En regardant Lee chanter, il ne peut retenir ses larmes. Le lendemain matin, Jeffrey enfile son masque, prend son arme et sort pour braquer le magasin de jouets. Alors qu'il attache les employés, le garde tente de saisir son arme, et Jeffrey est obligé de le frapper. La vue du sang effraie tout le monde. Jeffrey ordonne alors à Mitch d'ouvrir le coffre et de retirer la bombe d'encre des liasses de billets. La bombe explose et asperge le visage de Mitch, tandis que Jeffrey saisit le sac d'argent en sécurité. Sur le point de partir, un employé lui crie qu'il a blessé le garde et qu'il doit appeler une ambulance. Jeffrey décide de rester pour appeler les secours, mais ce retard permet à Lee d'arriver pour sa prise de poste. Paniquée, elle s'enfuit, et Jeffrey s'échappe par la porte arrière. La police arrive rapidement et sauve le garde à temps. Cette fois, l'enquête est plus approfondie, et les policiers découvrent la cachette de Jeffrey dans le magasin. Lee est interrogée et explique qu'elle n'a pas pu reconnaître le braqueur à cause du masque. Pendant ce temps, Jeffrey paie Steve pour les faux documents et les billets d'avion prévus pour un départ le lendemain vers le Venezuela. Steve lui demande s'il a un lien avec le braquage qu'il a vu aux infos, mais Jeffrey fait semblant de ne rien savoir. Michel lui remet la perruque pendant que Steve lui explique qu'il doit effacer toutes les traces qu'il a pu laisser derrière lui. Jeffrey n'a pas le choix, il s'introduit dans le cabinet dentaire et y met le feu. Le lendemain, Jeffrey conduit vers l'aéroport lorsqu'il reçoit un appel de Lee. Après de longues hésitations, il s'arrête et décroche. Lee l'invite à son dîner de Noël, et Jeffrey, en larmes, accepte de venir. Quelques instants plus tard, il se présente chez Lee avec des cadeaux. Mais c'est un piège, la police encercle bientôt la maison et l'arrête. Dans la voiture de police, Lee pleure de culpabilité. Jeffrey est renvoyé en prison avec une peine de 32 ans. Il place une photo de la famille de Lee à côté de son ancienne photo et a désormais tout le temps de réfléchir à la douleur et aux dégâts causés par ses actes. Il commence à assister à un groupe de soutien en prison et réussit enfin à reparler à Becky. Les autres prisonniers lui demandent s'il compte s'évader de nouveau, mais Jeffrey a accepté sa punition. Un jour, Lee vient lui rendre visite, et Jeffrey profite de l'occasion pour s'excuser. Lee admet qu'elle était en colère autrefois, mais qu'à présent, elle considère leur relation comme une aventure dont elle garde une certaine gratitude. Elle s'excuse aussi pour sa part dans son arrestation, et ils s'enlacent. Cette histoire est inspirée de faits réels, celle de Jeffrey Manchester, qui a tenté de s'évader 2 autres fois, en 2009 et en 2017. La véritable Lee s'est remariée et l'a récemment visitée pour la première fois depuis les événements. Jeffrey sera éligible à une libération conditionnelle en 2036 et travaille aujourd'hui comme bibliothécaire en prison.